On vous remercie d'être avec nous en direct ce dimanche sur Europe 1 et CNews avec notre partenaire Les Échos dans un paysage politique extrêmement bouleversé, on vous le disait en début d'émission, et peut-être à la veille d'un remaniement, en tous les cas il s'annonce imminent. Deux invités politiques, nous avons reçu Jordan Bardella, président du Rassemblement national, et on accueille à présent l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va démarrer, si vous le voulez bien, François-Xavier Bellamy, cette émission avec un sujet de fond. On vient de poser la question à Jordan Bardella. Un sujet qui n'est pas au centre véritablement du débat public. Le ministre de l'économie en a parlé il y a quelques jours, c'est la dette publique. Est-ce que vous considérez qu'il en va de notre souveraineté et qu'on a atteint, comme le dit Bruno Le Maire, la cote d'alerte ? Bien sûr, il en va de notre souveraineté, de l'avenir de notre pays et de la génération qui vient. Et c'est assez surprenant d'entendre Bruno Le Maire dire que la France a atteint la cote d'alerte en matière de dette. On a un peu l'impression d'entendre Jérôme Kerviel qui s'inquiéterait de la bonne santé de la Société Générale, parce que la vérité, c'est que c'est ce gouvernement qui a endetté la France comme jamais auparavant, avant même que les mesures Covid n'arrivent. C'est Emmanuel Macron qui, dans son discours d'Aix-la-Chapelle, avait dit « il faut en finir avec le fétichisme de l'excédent budgétaire et de l'excédent commercial ». Et donc, en fait, ce gouvernement, ce président de la République nous ont expliqué que c'était parfaitement normal de vivre dans ce monde irréel où la dette n'existe pas, ne coûte rien, est potentiellement infinie. Et aujourd'hui, on se réveille enfin. Pour notre part, ça fait très longtemps qu'on parle de cette question. On a le sentiment que personne n'est audible en fait sur ce sujet, parce que pendant la campagne présidentielle, effectivement, ce sujet a été mis un peu de côté, et même votre candidate n'en a pas tellement parlé. Est-ce que vous ne craignez pas ce risque justement de ne pas être vraiment audible ? Ce serait, je pense, ne pas être juste envers notre famille politique que de dire que nous n'en avons pas parlé. Mais la vérité, c'est de quel sujet avons-nous vraiment parlé pendant l'élection présidentielle, collectivement ? Quelles sont les grandes questions auxquelles nous nous sommes confrontés ? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, moi je vous le dis en étant tous les jours au Parlement européen, nos partenaires européens regardent la situation française avec inquiétude, parce que nous sommes en plein délire sur le plan budgétaire. Délire, dites-vous ? Bien sûr, ça fait des mois maintenant, y compris dans cette période électorale, ce qui pose un problème démocratique, à mon sens, assez majeur. Y compris pendant les derniers mois, on n'a pas arrêté de distribuer des chèques. On les appelle comme ça. Le chèque énergie, le chèque inflation, des chèques à tout point de vue. Et cette politique avait pour but, évidemment, de mettre la France sous anesthésie, alors que la réalité de notre crise, elle se fait de plus en plus sentir. La réalité de notre dépendance commerciale, notamment. Si nous payons beaucoup plus cher notre énergie, c'est aussi parce que nous sommes massivement importateurs, parce que nous avons cessé de produire, parce que nous avons cessé d'investir dans notre parc nucléaire, par exemple. Et donc, en fait, plutôt que de résoudre les problèmes à la base, eh bien, on a distribué de l'argent public. Et distribuer de l'argent public, ça veut dire, en réalité, entretenir les Français dans une fiction. Et cette politique, oui, je le redis, c'est une folie. C'est une folie. Est-ce qu'on peut poser la question de la dette sans poser au même moment la question du modèle social français ? C'est-à-dire, j'entends gaspillage, j'entends dépenses plus ciblées, dépenses plus intelligentes, mais en dernière instance, est-ce que le modèle social français ne s'accompagne pas inévitablement d'une dette considérable, colossale et peut-être ingérable un jour ? Vous avez tout à fait raison. En tous les cas, le sujet, c'est celui de notre modèle économique, de notre modèle social, de notre modèle industriel. Pas seulement des 5 dernières années. Bien sûr, mais aussi des défis qui sont devant nous et les débats qui vont arriver. On parlait à l'instant sur votre plateau de la loi sur le pouvoir d'achat qui va venir dans quelques semaines à l'Assemblée nationale. La question du pouvoir d'achat, elle va évidemment se poser dans un contexte où l'inflation galope. Mais comment on répond à ce problème de pouvoir d'achat ? Il y a deux options. Soit on continue de dépenser et de donner des chèques aux gens, c'est-à-dire d'acheter le pouvoir d'achat d'aujourd'hui sur les générations qui viennent, parce qu'encore une fois, c'est de cela qu'il s'agit. Soit on poursuit dans cette fuite en avant, soit au contraire, ce qui est, à mon avis, le chemin que nous devons suivre, on fait en sorte que, si l'État a un effort à faire, ce soit celui de baisser les charges qui pèsent sur le travail. Il faut que le travail paye en France. Et vous avez raison de parler de modèle social. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation terrible où on gagne parfois à ne pas travailler plutôt qu'à travailler. Vous avez mis le temps que le travail paye et que ce que vous dites infuse nécessite quelques années, alors que là, nous sommes dans une urgence de jours, de semaines, de mois. On peut le faire tout de suite. Si on baisse les charges qui pèsent sur le travail, on augmente mécaniquement la rémunération des Français. Il faut évidemment des mesures ciblées envers les plus précaires, envers les plus fragiles, ou bien envers les personnes qui ne sont plus en situation de travailler. Vous accompagnerez évidemment, même si vous la dénoncez, cette politique d'échec, vous allez l'accompagner pour les plus modestes d'entre nous quand elle se pose de manière cruciale. Je pense par exemple à la question des retraités, des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui n'arrivent plus du tout à s'en sortir, qui n'arrivent plus à faire face à l'explosion des prix de l'énergie. Je pense qu'on n'a pas encore vu le plus dur malheureusement, et donc il faut bien sûr accompagner ceux qui ne sont pas en situation de travailler parce qu'ils ont déjà cotisé pendant toute leur vie. Mais pour les actifs, et c'est je crois le sujet majeur, il faut absolument que l'effort de l'État ne consiste pas
à continuer de multiplier les allocations de toutes sortes, mais au contraire à redonner du salaire à ceux qui travaillent. Ce sera d'ailleurs aussi une manière de sortir notre pays de la situation aberrante dans laquelle nous sommes, ou alors que nous avons des millions de chômeurs en France, quelles que soient les modalités de calcul, vous avez des milliers d'entreprises qui vous disent que leur plus gros problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à recruter. Et pourquoi ? Je parlais encore hier avec le directeur de cabinet d'une collectivité locale qui me disait des gens s'arrêtent de travailler parce que dans la zone rurale où il est, eh bien, ils perdent de l'argent à aller travailler parce que le carburant coûte tellement cher que quand on a besoin de sa voiture pour aller bosser, on ne s'en sort plus. À cette réponse-là, encore une fois, je crois que le sujet n'est pas de subventionner le pétrole, de subventionner la consommation, mais de rémunérer le travail. C'est le sujet majeur pour nous. Et la question, c'est qui pour le faire ? Parce que vous avez eu une comparaison pour le moins, je cherche le mot, je dirais osée, entre Bruno Le Maire et Jérôme Kervel. Chacun choisira son mot. Vous pensez que ce sont aujourd'hui des pompiers pyromanes ? Bruno Le Maire est un ministre de l'économie plutôt reconnu, qui vient aussi de vos rangs, où il y avait quand même un attachement à une certaine rigueur budgétaire, même une orthodoxie budgétaire. Vous pensez aujourd'hui qu'il est l'homme qui est en train de laisser filer les déficits ? Mais c'est pas que je le pense. C'est pas que je le pense, c'est que c'est un fait. Encore une fois, si vous regardez le bilan du dernier quinquennat, et je fais évidemment attention de ne pas prendre en compte les mesures de relance face au Covid, parce que face au Covid, il était normal que l'État engage des fonds publics de manière massive pour pouvoir soutenir les entreprises en difficulté et les ménages fragilisés. Le quoi qu'il en coûte avait une signification dans cette... C'est des explications massives du niveau de déficit aujourd'hui. Mais si vous regardez, Nicolas Barré, vous le savez très bien, si vous regardez le budget de la France avant que le Covid n'apparaisse sur la surface de cette planète, la France avait augmenté les dettes et les déficits publics plus que pendant le quinquennat de François Hollande. Donc, je ne sais pas où est passée l'attention pour l'orthodoxie budgétaire. Et d'une certaine manière, je n'en veux pas à Bruno Le Maire, puisqu'il travaillait pour un président qui expliquait qu'il fallait sortir, je le répète, du fétichisme de l'excédent budgétaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette formule ? Ça veut dire qu'il faut arrêter de croire que la dette est un problème. La dette, soi-disant, n'était plus un problème. La vérité, c'est que c'était une fiction, évidemment. Ça voulait dire aussi, vous l'avez évoqué, qu'il y a un certain nombre de défis qui vont coûter très cher. L'hôpital, notamment, l'école. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels, là aussi, vous allez peut-être apporter des éléments différents par rapport à ce que propose le gouvernement, mais dans tous les cas, ça va coûter de l'argent. Bien sûr, mais il y a un immense problème d'allocation des moyens budgétaires aujourd'hui. On voit bien que l'État est démuni dans toutes ses fonctions régaliennes. La sécurité, l'école, vous l'avez dit, l'hôpital, sur ces sujets-là, il faut évidemment remettre... C'est un tableau plus noir que noir, ou est-ce qu'il est vraiment aussi noir que vous ne le décrivez à l'instant ? Parce que si l'école ne va pas, l'hôpital ne va pas, la dette est en folie, reste-t-il ? Cher Sonia Mabrouk, oui, je crois qu'on doit la vérité aux Français, et je crois d'ailleurs qu'on n'a même pas besoin de leur dire la vérité parce qu'ils la connaissent. Quand vous avez la moitié des services d'urgence en France qui sont obligés à des fermetures totales ou partielles, les Français savent très bien que nous traversons aujourd'hui une crise profonde. La question n'est pas de faire l'inventaire de cette crise, la question c'est comment on s'en sort. Et je vous le redis, pour moi, le sujet majeur, c'est d'abord le travail. Je crois qu'il y a en France d'ailleurs des réserves extraordinaires de générosité, d'inventivité, d'engagement. Il y a des gens qui bossent partout. Mais aujourd'hui, les gens qui bossent portent sur leurs épaules, avec le travail le plus chargé au monde, avec les prélèvements obligatoires les plus lourds de tout l'OCDE. Ceux qui travaillent aujourd'hui portent sur leurs épaules le poids d'un État qui n'a pas su se réformer depuis trop longtemps. Et de ce point de vue-là, toutes les familles politiques qui ont exercé le pouvoir partagent une responsabilité, c'est indéniable. Mais il est certain que le dernier quinquennat n'a pas permis de sortir de là. C'est en ce sens que je faisais cette comparaison. Je suis désolé, mais le ministre de l'économie qui a le plus endetté la France et qui s'étonne aujourd'hui qu'on ait atteint la cote d'alerte, oui, ça fait bizarre à entendre. Le travail, question essentielle. L'école, question essentielle pour vous aussi. Comment avez-vous accueilli la nomination de Pape Ndiaye et que comprenez-vous de la vision de l'école qu'il propose pour le quinquennat ? Je l'ai accueilli comme une catastrophe, je le dis comme je le pense, parce que je crois d'abord que l'école, c'est le sujet absolument majeur pour notre avenir. Il n'y a pas de sujet plus important. On parlait du travail, se remettre au travail, ça veut dire la quantité de travail qu'une société peut produire, mais c'est aussi la qualité du travail. Si on veut que la France relève la tête demain, si on veut qu'elle soit de nouveau capable de produire, de rayonner, d'exporter, si on veut garder notre souveraineté, notre capacité d'agir dans le monde, eh bien, il faut que des générations bien formées arrivent aux responsabilités. On l'a appris encore il y a quelques jours, le niveau de mathématiques, c'est une confirmation, on le savait déjà, le niveau de mathématiques de nos élèves, c'est le dernier de toute l'Europe. Et voilà qu'on nomme au ministère de l'Éducation nationale un ministre dont la priorité, c'est d'expliquer que la France est coupable de racisme structurel. Un ministre qui vient avec une idéologie très claire, je lui reconnais parfaitement le droit de la défendre, mais qui me paraît absolument contraire
à ce dont notre école a besoin. Je crois que si l'école aujourd'hui est si inégalitaire en France, parce que nous avons l'école la plus inégalitaire de tout l'OCDE, ça n'est pas parce que la culture française est structurellement raciste, mais c'est parce que la culture française n'est plus transmise. C'est pour cette raison-là. C'est parce qu'on n'apprend plus aux enfants, quelle que soit leur histoire, à lire, à écrire, à compter correctement. C'est parce qu'on ne leur transmet plus les fondamentaux. Et maintenant, je vois le ministre qui écrit aux professeurs, je suis un professeur moi-même, j'ai lu sa lettre. Dans sa lettre, il dit, la priorité de l'école, c'est la bienveillance et verdir l'école. La bienveillance, la première des bienveillances, c'est encore une fois d'offrir à tous les élèves le meilleur et l'excellence de la transmission de notre culture, de leur offrir ce que nous avons à leur donner, à leur apprendre, et puis verdir l'école. Mais pardon, mais on est à l'ouest. Enfin... Qu'est-ce que vous auriez mis alors comme priorité? Si c'était vous à la place de M. Papa Ndiaye et que vous aviez écrit cette lettre au professeur, quelles auraient été les priorités de François-Xavier Bellamy, ministre de l'Éducation? D'abord, je leur aurais dit à quel point leur travail est décisif pour notre avenir et leur travail, c'est de transmettre des savoirs. Il y en a assez qu'on demande aux professeurs et qu'on demande à l'école de résoudre tous les problèmes de la société. On demande à l'école, justement, de faire des bons citoyens éco-responsables. On demande à l'école de résoudre les problèmes d'inclusion. On demande à l'école de lutter contre le racisme. Le vrai travail de l'école, c'est d'apprendre à lire, à écrire, à compter, c'est de transmettre la connaissance de l'histoire, de la géographie de la France, c'est de transmettre les éléments fondamentaux de la culture et du savoir qui leur permettront ensuite... Il faut le préciser de nouveau, comme si on avait perdu ce... Mais bien sûr, parce que je veux dire une chose, les professeurs aujourd'hui se sentent, les enseignants de notre pays, profondément déconsidérés. Ils sont déconsidérés d'ailleurs, et un symptôme qui le montre, c'est le niveau de leur rémunération qui s'est effondré si on le compare à la moyenne de l'OCDE, à l'évolution des salaires dans notre pays. Aujourd'hui, on commençait le métier d'enseignant avec 2,3 SMIC il y a 30 ans, on le commence aujourd'hui avec 1,3 SMIC. Donc c'est un signe aussi, c'est un symbole de la place que nous donnons aux professeurs dans notre pays. Et surtout, encore une fois, je le redis, moi j'ai été enseignant. J'ai vécu de l'intérieur ce que veut dire cet état d'esprit qui consiste à expliquer qu'il ne faut pas transmettre des savoirs. C'est le premier engagement public que j'ai eu, c'était d'écrire Les Déshérités pour dénoncer cette crise de la transmission. On m'a expliqué comme professeur qu'il ne fallait pas transmettre des connaissances, que les élèves devaient produire par eux-mêmes leur propre savoir et que c'était ça, la bienveillance dont parle le ministre de l'Éducation nationale. Moi, je crois que la bienveillance consiste au contraire à redonner aux professeurs leur mission au service des élèves et leur mission, c'est de transmettre le savoir. On a compris. Un point, c'est tout. Pas de faire de l'école l'otage d'une idéologie quelconque. Avec le gouvernement, mais ce n'est pas votre rôle. Lucidité peut-être de votre part, on verra en quoi vous ne serez pas aussi une opposition. Faire preuve de loyauté intellectuelle, et la loyauté intellectuelle suppose de dire la vérité en politique aussi. Et en quoi vous ne serez pas une opposition pavlovienne ou alors une opposition constructive? C'est aussi le chemin aujourd'hui, en tout cas les deux voies qui sont offertes au LR. On marque une courte pause, on va en parler avec vous, François-Xavier. Et notre invité, le député européen Les Républicains, avant d'en venir justement à la situation des Républicains à l'Assemblée nationale, nous avons évoqué depuis tout à l'heure, François-Xavier Bellamy, les déficits publics, l'état de la France, l'école, autant de sujets très importants. Il y a aussi un autre sujet tout aussi important, en tous les cas majeur pour notre société, et un sujet qui a été importé, en tous les cas, la polémique des États-Unis. Il s'agit de l'IVG. Alors, est-il besoin en France aujourd'hui de sanctuariser la loi Veil après le débat et la mise en cause aux États-Unis? Député à l'Assemblée, est-ce que vous voteriez son inscription dans la Constitution? Pardon, mais tout ce débat est délirant. Et j'ai été sidéré de voir le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, le groupe de La République En Marche, commencer son mandat avec cette proposition. On vient d'évoquer la question du déficit budgétaire qui touche notre pays depuis longtemps et qui maintenant, d'après le ministre de l'économie lui-même, nous pousse à atteindre la cote d'alerte. On vient de parler du déficit commercial, structurel, qui fait qu'aujourd'hui notre pays devient un pays de consommateurs qui perd sa souveraineté et sa capacité d'agir. On a parlé de la crise sociale, de l'inflation, on a parlé de la crise de l'école. Nous sommes les derniers de l'OCDE en mathématiques et ça menace évidemment notre avenir. On peut parler de la crise environnementale, il y a tellement de sujets aujourd'hui, à commencer par la situation géopolitique à la frontière avec l'Ukraine. Pendant que ce débat a commencé, il y a quelques jours, j'ai été en Roumanie à l'invitation de mes collègues roumains. J'ai été rencontrer les militaires français qui sont en train de déployer un camp en Roumanie pour pouvoir venir en concours des forces roumaines dans un moment géopolitique extrêmement tendu. Et j'entendais l'actualité française en me disant, mais est-ce qu'on est devenu fou? Pourquoi? C'est un sujet de diversion, je ne comprends pas. Quelle est votre position? Vous dites qu'on a importé cela notre débat politique n'a plus rien à voir avec la réalité, mais plus rien. Personne dans ce pays, aucune force politique ne remet en cause la loi Veil. La dernière loi sur cette question a consisté à étendre le délai d'avortement légal. Où est-ce qu'on voit qu'il y a besoin de remettre sur la table cette question
Et je crois que, pardon, mais ceux qui portent ce débat aujourd'hui, ceux qui poussent ce débat en avant, dans l'état du pays aujourd'hui, signent leur irresponsabilité politique absolue. Je n'en peux plus de cette vie politique délirante où on parle de tout sauf des vrais sujets. Vous avez raison de le mettre sur la table, bien sûr, parce que c'est dans l'actualité. Mais le fait que ce soit dans l'actualité est un symptôme de notre immaturité collective. Oui, allez-y, Mathieu. Est-ce que pour vous, c'est une manœuvre politicienne ou est-ce que c'est un symptôme d'américanisation culturelle? Il y a certainement le fait qu'on est aujourd'hui... D'ailleurs, quelle incroyable légèreté que de considérer que la Constitution française doit être modifiée à cause d'un événement aux États-Unis. On peut penser évidemment tout ce qu'on veut de cet événement, mais ça se déroule sur le territoire américain, dans la loi américaine. Ça n'a rien à voir avec les débats publics dans notre pays. Et vouloir toucher à la Constitution, qu'on ne devrait aborder que d'une main tremblante, parce que une décision a été prise par des juges à la Cour suprême américaine, dit quelque chose effectivement de la manière dont nous pouvons nous focaliser sur ce qui se passe outre-Atlantique. Et je crois que c'est un symptôme de plus parce qu'on en a déjà beaucoup trop. Mais fondamentalement, je crois surtout que c'est le signe, encore une fois, de l'irresponsabilité totale de ces élus, de ces responsables politiques, supposément responsables, mais qui en fait parlent de tout sauf des vrais sujets. Vous n'avez pas d'inquiétude sur le fait qu'on puisse toucher ou qu'il faille sanctuariser la loi Veil. Vous pensez qu'il n'y a pas de danger en France? C'est ça la question. Mais Sonia Mabrouk, quel parti politique aujourd'hui remet en cause la loi Veil? Alors vous parliez d'irresponsabilité sur un autre sujet. Juste avant vous, le président du Rassemblement national accusait les députés LR d'avoir préféré qu'un insoumis soit élu à la tête de la commission des finances de l'Assemblée nationale plutôt qu'un des leurs, plutôt que le candidat du Rassemblement national. Qu'est-ce que vous lui répondez? J'ai entendu ce que disait Jordan Bardella. Je voudrais simplement rectifier l'impression qu'il a peut-être laissée dans l'esprit des auditeurs. À aucun moment, évidemment, les députés LR n'ont voté pour le candidat insoumis, parce qu'il en était quasiment à expliquer que entre les deux candidats, LR avait préféré Éric Coquerel. Ça n'a aucun sens. Les élus de droite ont défendu leur candidat et pour le reste, aucune arithmétique ne permettait, avec les voix de LR, de faire élire le candidat du Rassemblement national. Même une stratégie politique. C'est ce qu'il conteste. Si on sort de l'arithmétique, est-ce qu'un laisser-faire politique a fait que, non, c'est la NUPES qui a LR aurait pu prendre une autre décision que de soutenir son propre candidat. Et encore une fois, LR n'a pas soutenu le candidat de la NUPES. La situation n'aurait pas été différente. La vraie responsabilité de cette affaire, on en a beaucoup parlé. Je pense que les rouages de l'Assemblée nationale n'ont pas forcément beaucoup de pertinence pour aborder les questions de fond qui sont devant nous. Mais la vraie responsabilité de cette situation, qui est quand même révélatrice, elle appartient à la NUPES, qui est en réalité une espèce d'alliance baroque, qui n'est pas un groupe politique, mais qui sait se coaliser quand il le faut. La vérité, je comprends très bien ce que dit Jordan Bardella, c'est que le poste de président de la Commission des finances devrait revenir au plus important groupe d'opposition de l'Assemblée nationale, et ce groupe d'opposition, c'est le Rassemblement national. Ce qui a empêché que ce soit le cas, c'est que la NUPES, qui n'est pas un groupe, a décidé, quand ça l'arrangeait, de se comporter comme un groupe. Et j'observe d'ailleurs qu'on voit par là le républicanisme à géométrie variable des forces de gauche et d'extrême gauche qui savent donner des leçons de démocratie quand elles veulent, mais qui sont tout à fait capables de s'arranger quand elles y trouvent leur intérêt pour jouer avec les règles, notamment les règles du Parlement. Mais inversons le regard. Est-ce que parlant de la présidentielle, on parlait des républicains et des extrêmes, vous connaissez la rhétorique. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la NUPES représente, et plus particulièrement la France insoumise, représente un plus grand péril que le Rassemblement national? Ou pour vous, est-ce que vous les ramenez dos à dos, ces deux extrêmes? Non, je ne les ramène pas dos à dos. Je crois que la réalité, c'est que... d'abord, on ne va pas rejouer le jeu du deuxième tour de la présidentielle alors qu'on est maintenant à la fin de cette séquence électorale. Vous pose, dans le cadre de l'Assemblée, est-ce que Rassemblement national et NUPES sont sur le même plan? Vous dites non. Est-ce qu'il y a une proximité intellectuelle plus grande entre le LR et le RN qu'entre LR et LFI? Mais évidemment, sur certains sujets, nous avons des désaccords avec le RN. J'entendais Jordan Bardella parler de la question du pouvoir d'achat et il en parle bien souvent comme le font les députés de gauche ou les députés d'extrême gauche, avec l'idée que ce qui compte, c'est d'abord d'augmenter encore les prestations sociales qu'on évoquait à l'instant. Cela étant dit, ma position est très claire. Je vous ai répondu sur ce point. Dans ce cas précis, il me semble que
aussi bien l'arithmétique de l'Assemblée nationale, les règles parlementaires qui s'appliquent, auraient dû conduire à confier la présidence de la Commission des finances au plus grand groupe d'opposition qui se trouve à celui du Rassemblement national. Pour le reste, la preuve que les Républicains n'ont pas pratiqué d'obstruction à l'égard du Rassemblement national, c'est que 2 vice-présidents du Rassemblement national, comme vous le savez, ont été élus au bureau de l'Assemblée. Et je pense que c'était d'une certaine façon légitime que le Rassemblement national y soit représenté. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. François-Xavier Bellamy, il y a le domaine politique et les attaques politiques à l'encontre d'Éric Coquerel, nouveau président de la Commission des finances. Et puis, il y a aussi le domaine des violences sexuelles avec des accusations, pas encore de plainte, il faut le préciser. Et cela a conduit Éric Coquerel ce matin dans le journal de dimanche à se défendre, à dénoncer le poison lent de la rumeur. Comment vous réagissez à cela aujourd'hui ? Bon, d'abord, écoutez, pour commencer, c'est terrible qu'on soit en permanence ramené à ces sujets dramatiques. La première chose qu'il faut dire, c'est évidemment que dans une société vraiment humaine et dans une démocratie vraiment mature, on devrait être capable de laisser tout cela derrière nous, et le comportement des hommes à l'égard des femmes devrait être irréprochable. On ne doit avoir aucune espèce de tolérance avec toute espèce d'atteinte à ce principe. Maintenant, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est quand même de voir à quel point on voit reculer peu à peu l'importance, là encore, dans une démocratie mature, de cette institution essentielle qu'est la justice. Quand il y a un litige, quand il y a un conflit entre des citoyens, c'est la justice qui doit les trancher. Pendant un certain temps, on a dit que si quelqu'un était condamné, il ne pouvait pas prétendre à une fonction politique. Ensuite, on a dit que quand quelqu'un était mis en examen, il ne pouvait pas prétendre à telle ou telle fonction politique. Et maintenant, c'est quand une plainte est déposée que le sujet commence à exister. Et on va encore plus loin avec l'idée que même sans aucune plainte, la simple rumeur devrait suffire, c'est ce que dit Rokhaya Diallo récemment, à disqualifier quelqu'un. Alors moi, ce qui m'étonne, et j'allais dire avec un peu de tristesse, ce qui m'amuse, c'est de voir là encore, les raisonnements à géométrie variable des forces politiques de gauche ou d'extrême gauche. Quand j'entends Mme Rousseau dire « Ah non, mais avec M. Coquerel, il n'y a aucun problème, avec M. Abad, il y avait un problème », on se dit que, évidemment, cette jurisprudence est intenable. Évidemment que ce qui compte, c'est que la justice fasse son travail. Et quand le temps politique et médiatique phagocyte et va tellement plus vite que le temps de la justice, que fait-on ? Oui, mais vous savez, c'est extrêmement... Alors d'abord, ça suppose de réformer la justice pour qu'elle puisse aller plus vite, en effet. Mais c'est extrêmement grave quand on prétend pouvoir court-circuiter la justice. On en revient à cette forme primaire d'interaction humaine qui est la condamnation par la rumeur, la condamnation par la foule, qui n'est rien d'autre qu'une espèce de pratique du lynchage. Alors même si ce lynchage a l'air plus civilisé quand il est pratiqué dans les colonnes des journaux, ça reste la même chose. Et quand j'entends dire qu'il faudrait condamner telle ou telle personne sur la base d'une rumeur, telle ou telle personne sans qu'aucune plainte ne soit déposée, je me dis que nous avons beaucoup reculé dans, encore une fois, notre maturité démocratique. C'est un sujet majeur parce que demain, on pourra empêcher qui que ce soit d'accéder à telle ou telle fonction en faisant circuler une rumeur. Et comme vous le savez très bien, le mécanisme de la rumeur est un poison extrêmement dangereux. Il nous reste quelques secondes pour conclure peut-être sur l'avenir des LR. Le vôtre est-il lié ? Quelle personnalité, François-Xavier Bellamy, a même d'incarner la droite aujourd'hui ? Si on choisissait 3 personnalités au hasard, Laurent Wauquiez, Édouard Philippe et tiens, vous-même, que répondriez-vous ? Alors, à mon avis, ça ne peut pas être Édouard Philippe, parce que là encore, si on regarde le bilan de ce quinquennat, il n'a rien qui puisse convaincre un électeur de droite. Moi, si vous voulez, je prendrai mes responsabilités dans ce débat qui sera décisif. Je crois qu'il faut... parole langue de bois. Je prendrai mes responsabilités. On n'arrive toujours pas à décrypter ce que ça veut dire. La formule est très belle. Elle veut dire j'assumerai mon rôle. Ça n'empêche pas qu'elle soit langue de bois. Non, pas du tout. Je ne dis pas que je veux être candidat à tout prix. Ce qui compte, c'est que notre famille politique se reconstruise. Si la ligne que je crois nécessaire pour cela n'est pas représentée dans cette élection, alors oui, je prendrai mes responsabilités. Je vous remercie, François-Xavier Bellamy. On suivra tout cela avec intérêt, évidemment, dans ce paysage politique bouleversé. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Et je tiens à remercier, évidemment, mes camarades Mathieu Bock-Côté, Nicolas Barré pour cette année passionnante. À leur côté, à l'animation du Grand Rendez-vous avec tous ceux qui participent. Cédric Lastané, Naïma Bencheman et tant d'autres, évidemment, à la régie et dans cette rédaction Europe 1. C'était la dernière émission de la saison. On va vous retrouver avec plaisir et puis beaucoup d'appétit et d'appétence à la rentrée à la même heure, avec la même équipe, si vous le voulez bien, messieurs. Au très grand bonheur. Très bien. On continue. Bon été et bon dimanche à vous.